Pour vous accompagner pendant tout on va dire, votre petit déjeuner, parce qu'on ne va pas vous lâcher jusqu'à 9h30. Eh bien, bonjour à vous, chers amis du matin, chers amis de Canal Algérie, et surtout de Bonjour d'Algérie. Eh bien, aujourd'hui, on est mercredi, rendez-vous pris. Eh bien, on est là, on est présent avec toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran, comme d'accoutumé. Eh bien, au menu, en cette matinée, on aura le droit, alors, parce que dès qu'on parle d'examen, il y a forcément des tricheries. Eh bien, on va parler un petit peu de tout ce qui est autour de cette tricherie. Et bien sûr, l'éducation nationale sera présente avec nous, avec son chef de service, pour parler un petit peu des préparatifs du bac, parce que c'est à partir de la semaine prochaine. Et bien sûr, on parlera de santé scolaire et le programme, le dispositif mis en place par la DSP. Eh bien, on verra cela avec un médecin qui sera présent avec nous. Et bien sûr, on aura de la nutrition. On va parler de nutrition aujourd'hui. Eh bien, on aura avec nous docteur Bouchra Belhaïfa qui sera présente avec nous. Et dernière ligne droite, la prise en charge du stress. Les lycéens, généralement, ils sont vraiment stressés lors de cet examen décisif pour leur avenir. Eh bien, on aura avec nous Fatima Bessaray qui nous un petit peu guidera comment gérer le stress d'un lycéen avant, pendant et après l'examen du bac. Et bien sûr, quand on parle on va dire de télématin, quand on parle de mercredi, quand on parle aussi de week-end qui arrivera, eh bien, on parlera toujours de météo. Eh bien oui, la météo aujourd'hui, alors c'est très humide, alors ça variera entre 28 et 21 degrés. Il y aura des rafales de vent, 37 km par heure. Donc je pense que la mer sera agitée pendant tout le week-end jusqu'à dimanche. Voilà tout pour juste maintenant, mais restez avec nous, bien installés, jusqu'à 9h30, parce qu'on va commencer par une très très belle chanson. Je sais très très bien que vous allez tous l'adorer et la fredonner. C'est Cheb Hasni, Rani Khalidha lek Amana. فيها لا تقبلهاش هادي عمري انا حرص يا خويا لا تبكيهاش سي نورمال صرات الغلطة ما تفهمناش انا خديتها وما قديت تفهمها حرص يا خويا لا تبكيهاش يا تبكي كالود تبعتها صرات الغلطة ما تفهمناش انا خديتها وما قديت تفهمها حرص يا خويا ولا تعقبهاش هذيك بناتي انا هذه خليها امانة نقض بها لا تقبلهاش ايوه ايوه فيها لا تقبلها غاش وهذاك السين تاعي انا حرص خويا ولا تبكيهاش الا تبقات تقول لك دفعتها الله فيها لا تقبلها غاش وهذاك عمري انا جمال حرص تحلال لا تبكيهاش الا تبقات تقول لك دفعتها هذه خليتها امانه الله فيها لا تقبلها غاش وهذه عمري انا حرص خويا
ما توليليش هي راحت انا علاش زرعت الغرام لا تخبيش ورحت عليا انا خليتك انا الله بيها يا تغلهاش وهذه هذه نرملها هذه نرملها هذه نرملها هذه نرملها شو اللي يكون اللي فيها نرملها ايوه 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 جول 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 راني خليتها لك أمانة. Alors ceux qui sont en train de dormir, je suis certaine qu'ils se sont réveillés de bon matin sous les belles sonorités et la très belle voix de feu Cheb Hasni. Vous avez aimé, hein? Notre avocat Jamila qui n'a pas Cheb Hasni. Exactement, oui. Voilà, tout à fait. Wallah, enfin, Allah yarhamou. Il a été arraché à la vie, on va dire, à la fleur de l'âge, à l'âge de 26 ans, Rabbi yarhamou. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, on va parler de lois relatives à ceux qui commettent fraude. Parce que quand on parle examen, épreuve, donc il y a forcément fraude. Il faut tout essayer pour réussir cet examen, mais essayer de réussir cet examen par notre travail, par un dur labeur aussi. Donc, pour en savoir un peu plus sur ce sujet, eh bien, nous avons avec nous Jamila Saber. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour aux chers téléspectateurs aussi. Donc, très bien. Alors, à quel moment peut-on parler de triche déjà? Tout à fait. Donc, voilà. Donc, quand on parle. Comment détecter une triche? C'est en flagrant délit carrément. Donc, ouais. Alors, on va commencer par c'est en crescendo. Par degré. Voilà, et par degré. Donc, déjà, on va parler de la loi. Donc, c'est les amendements du Code pénal de 2020. Donc, vous allez voir les sanctions. Elles sont très sévères, donc et pour dissuader les gens de tricher dans n'importe quel examen ou concours. Donc quand on parle, il n'y a pas seulement le bac ou le BM. Donc c'est tout un chapitre qui est donc dédié à la fraude, donc aux examens et en concours, qui est intitulé de l'intégrité des examens et des concours du Code pénal. Donc ça commence de l'article 253 bis 6 à l'article 253 bis 12. Donc vous voyez, il y a pratiquement 6 à 7 articles donc, qui condamnent ce genre de fraude et tout ça. Donc la triche, comme c'est-à-dire comme on le dit dans notre dialecte et tout ça, elle est ou individuelle, donc elle est organisée par un groupe, donc ou par les personnes qui encadrent, qui organisent et qui surveillent aussi. Effectivement, oui, donc, parce qu'il n'y a pas que les lycéens qui trichent, il y a même les surveillants qui trichent aussi. Tout à fait. Donc, qui aident ces lycéens, donc en contrepartie, donc des fois, il y a de l'argent, il y a des services rendus et tout ça. Donc voilà. Alors, on commence par l'article 253 bis 6. Donc des fois, la triche, comment elle commence? Demain, on a tous vu des gens qui trichaient. Alors là, par tous les moyens. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire, ils veulent gagner par n'importe quel moyen et y arriver par n'importe quel moyen. Alors, donc, ça commence par ce qu'on appelle les anti-sèches. Alors, c'est quoi les anti-sèches? Voilà, j'allais vous poser la question, c'est quoi ces anti-sèches? Voilà. Qu'est-ce que vous nous avez ramené aussi aujourd'hui? Donc, c'est des aides-mémoires. Vous voyez les bouts de papier, là où on fait des résumés, des trucs, on les met là, sous le bracelet de l'amant, sous la manche. On les met dans les stylos. Pas les mettre, hein, parce que moi, ma montre, elle tient pas. Voilà. Dans les trousses, par exemple, des fois dans les stylos, dans le portable aussi. Ça, on les appelle les anti-sèches. C'est-à-dire, c'est des petits mémos, aides-mémoires, ce qu'on appelle, des petits résumés aussi. Donc, pour tricher et tout ça. Des fois, on arrive à choper ces personnes, ces personnes. Il n'y a pas que le bac, c'est les concours. Il y en a ceux qui écrivent sur la cuisse. Tout à fait. Carrément, ils écrivent. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout. Maintenant, la triche s'est développée aussi, hein, avec les moyens de communication et tout ça. Donc ça, on peut passer à ce qu'on appelle des sanctions administratives. C'est-à-dire la personne, elle est sanctionnée, elle ne peut pas passer ni le BM, ni le bac, ni un autre concours pendant 10 ans. Ah bah oui.
De toutes les façons, il ne faut pas tricher, Voilà. puis c'est tout. Hein, Et c'est tout. encore, elle s'estime heureuse, cette personne tricheuse, donc parce qu'elle ne va pas passer devant le tribunal, parce qu'on va voir comment ça va se passer. Ah. Donc, si on arrive à, c'est-à-dire à arrêter une personne en flagrant délit, en train de copier, avec l'aide d'une personne et tout ça, donc ça varie. Il y a de 1 an à 3 ans, avec une amende de 100 000 dinars à 300 000 dinars. C'est peu. Exact. Et une exclusion de tous les examens, donc pendant 10 ans. Et ensuite, des fois, il y a aussi, donc il faut aller, il y a ce qu'on appelle les peines, c'est-à-dire il y a d'autres peines, elles sont privées de leurs droits civiques et tout ça. C'est pas évident. Ouais. Ensuite, si on arrive, par exemple, des fois, il y a toute une organisation, c'est comme une association de malfaiteurs qui bah oui. s'organise carrément. Ah bah oui. Donc il y a les encadreurs, des fois, il y a les sujets et les corrigés, donc qui sont diffusés avant et pendant Et pendant. l'épreuve ou l'examen. Donc là, c'est sûr, il y a une organisation, Ah oui. voilà, il y a une complicité ou Au préalable, en tout plus. à hein. fait bien organisé, donc des encadreurs, des organisateurs et aussi des surveillants. Parce qu'on a vu des surveillants qui carrément donnaient les sujets et les solutions ou à ces genres c'est-à-dire de tricheurs et tout ça pendant l'examen. Donc dans ce cas-là, donc la peine, elle varie de 5 ans à 10 ans. Oh là là. Et une amende de 500 000 à 1 million de dinars. Enfin, Parce que les gens et en plus aussi la ils privation ne réalisent pas l'ampleur de la Tout à fraude. fait, hein. tout à fait. Et une exclusion aussi pendant 10 ans. Et moi, je suis Exactement. persuadée, vu leur casier judiciaire qui sera sali, ils n'auront plus le droit, c'est-à-dire d'accéder ni à des concours nationaux, ni à une activité professionnelle. À quoi bon voilà. faire tout Tout ça à fait. Voilà. Voilà, donc, et ensuite, ça va aussi. Donc, des fois, quand il y a par exemple, il y a carrément une triche, c'est-à-dire il y a une fraude carrément, qui est caractérisée, qui est démasquée. Donc, pendant l'examen, c'est-à-dire que ce soit le bac, BM, c'est-à-dire un concours, un examen professionnel, pendant l'enseignement supérieur, c'est-à-dire au niveau de l'université, parce qu'on voit beaucoup, Oui. beaucoup de fraude au niveau Effectivement. des universités aussi, ou un autre concours De par professionnel. les étudiants, mais même les Tout à fait, professeurs. hein. il y a toujours une complicité. Oui. Toujours, voilà. Donc là, quand on constate qu'il y a toute cette, c'est-à-dire cette fraude, Cette là, qui a organisation. été diffusée et les sujets ont été diffusés, donc là, il y a une conséquence. Des fois, l'examen, il est annulé partiellement ou en totalité. Ah bah oui. Donc dans ce cas-là, tout ce bon monde sera condamné de 7 ans à 15 ans de prison ferme. Ouh là là. Et avec une amende de 700 000 dinars à 1 500 000 dinars. Donc, c'est pas évident. Ensuite, la privation de tous les droits de l'article 9 bis de la loi qu'on vient de citer, avec l'amendement de 2020 du code pénal et tout ça. Ensuite, l'exclusion donc ces, Ah bah oui. ces étudiants donc pendant 10 ans, et les autres, ils n'auront plus droit d'exercer une fonction dans l'enseignement, c'est-à-dire tout ce qui est éducatif et tout ça. Et en plus, croyez-moi, parce que ça va être mentionné sur leur casier judiciaire. Justement, oui. Donc, quand ils vont là, c'est... Non, mais vous vous imaginez passer de 7 à 15 ans ou les 15 ans de prison, une réclusion criminelle de 15 ans, comment vous allez devenir? Les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand on est condamné, Surtout que dans leur tête, les fraudeurs, les tricheurs aussi, c'est que dans leur tête, c'est qu'ils n'ont rien fait. tout à C'est fait. quelque chose qui n'est pas grave. Alors que c'est quelque chose d'inadmissible. Ça y va de l'ordre public. Exactement. Parce que là, quand on forme une génération de tricheurs, de fraudeurs, Exactement, donc. qu'est-ce qu'on voit? Il n'y aura plus de compétences. Voilà. Qui va gérer les institutions de La l'État? médiocrité. Tout à fait. Nous, on a vu, ça c'est des exemples concrets qu'on donne et pas expérience. On a vu, des fois on se posait la question, on a vu des gens qui ont fraudé toute leur vie. Et ensuite, ils sont arrivés, ils ont occupé des postes de Supérieur. supérieurs et de haute responsabilité. Oui, mais attendez, hein, ça rattrape toujours. Hein. Tout à fait. Alors, rattrape entre nous, toujours. on se disait, mais comment ça se fait? Ils n'ont jamais été démasqués, ils ont de la chance, Comment se ils sont fait-il? bénis. Mais croyez-moi, on les a rencontrés, on les a vus en pleine audience, c'est devant les pôles judiciaires.
c'est des tribunaux spéciaux, donc consacrés simplement pour les grandes affaires de corruption, ce qu'on appelle en arabe Qanoul Fassad. Donc je vous dis pas en criminel. Ils étaient là à leur âge avec leurs cheveux grisonnants, poivre sel et tout ça, leurs enfants grands. Donc voilà. Donc moi je leur dis, c'est-à-dire des fois, il y a une justice divine en quelque sorte. Ah bah oui. Voilà, ils sont pas rattrapés pendant tous, ils n'ont pas été rattrapés. Toutes ces années, ils ont été très intelligents. Mais quand plus on avance dans la fraude, la triche et tout ça, plus la chute est très douloureuse. La chute est libre. Et douloureuse. Et très douloureuse, exactement. Parce que quand vous passez devant le tribunal d'un pôle judiciaire ou un tribunal criminel, croyez-moi, moi je le souhaite. Moi je vais le dire en arabe. Khalina, faites en justice. Alors là, voilà, tout à fait, priver ses droits. C'est la catastrophe. Parce que là, quand il y a une complicité des différents, des personnes, les personnes qui encadrent, ou les surveillants, qui organisent et qui rédigent les sujets, ils ont la condamnation de 7 ans à 15 ans, ça relève du criminel. Hein. Ah en plus, ça relève du criminel, carrément. Ça va être une audience criminelle. Voilà, donc je ne vous dis pas la suite. Et les gens n'arrivent pas à comprendre. Moi, j'essaie, à chaque fois, je réitère ce que j'ai déjà expliqué pour que le téléspectateur puisse comprendre. C'est sûr, parmi nous, il y a des gens qui ont des enfants ou qui se préparent à frauder. Carrément. Oui. Donc faites attention parce que ça relève du criminel et quand, c'est-à-dire vous mettez les pieds dans une prison, croyez-moi, c'est pas de la joie. Et vos enfants, les amendes, par exemple, ils disent l'amende, c'est pas, ils donnent pas trop d'importance à l'amende. Non, parce que quand là vous allez passer devant toutes ces étapes de justice, donc vous allez être lessivé et saigné à blanc. Vous n'aurez plus de sous. Parce que vous allez faire ça, appel, oui, ça y est, pour voir en cassation, vous allez payer les avocats, vous allez voir vos enfants, ou je ne sais quoi, au niveau des prisons, des maisons de rééducation. Oui. Ensuite, quand le jugement est définitif, ils ne vont pas rester dans leur lieu de résidence. Donc, il y aura un transfert des détenus. C'est ce qui fait, c'est-à-dire ça se fait automatiquement. Donc, un transfert des détenus à des milliers de kilomètres. Donc, vous vous imaginez vous rendre chaque 15 jours, voir vos enfants, vos maris, vos filles, etc. C'est-à-dire, ils n'imaginent pas, ils n'arrivent pas à évaluer, moi, ce que je leur dis à chaque fois. Notre réalisatrice, elle m'a dit, c'est une vie qui est complètement chamboulée. Tout à fait. Et là, les enfants les foyers qui éclatent carrément. Oui. Vous voyez, un jeune, celui qui a fraudé au niveau du BM, il a été condamné à 18 mois ferme. Et c'est un mineur, hein. En plus. 18 mois ferme, c'est-à-dire... Oui, mais là, il faudrait l'implication des parents aussi. Hein, mais c'est les parents qui poussent des fois leurs enfants à frauder. Voilà, parce qu'il faut, avant chaque examen, prendre son enfant de côté et lui expliquer qu'il ne faut jamais frauder, parce que sinon, tu vas bousiller ton avenir, tu vas bousiller ta carrière, tu n'auras plus de carrière, tu n'auras plus de vie professionnelle, ni personnelle, ni familiale, ni rien du tout. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Mais malheureusement, on a constaté que c'est les parents qui encouragent leurs enfants à tricher. Exactement. Voilà, à frauder aussi. Oui. Parce que pour eux, c'est des parents, moi je dis, ils manquent de responsabilité. Ils sont irresponsables et immatures aussi. Malheureusement. C'est-à-dire, ils vivent pour les autres, pour la société. Non, justement. Comment ça se fait, moi, mon fils ne va pas avoir le bac, le fils du voisin, de la voisine. Mais non. Moi, j'ai vu les enfants qui ont refait leur bac. Oui. Ils ont eu une meilleure moyenne. Effectivement, ils ont eu plus de débouchés pour matière de spécialité et tout ça. Oui, donc, c'est pas à la fin du monde de ne pas avoir un concours, un bac, un BM. On le refait, et puis c'est tout. Et là, ça va être mieux. Attention, la loi, le législateur a été très ferme. Donc, c'est de 1 an. Il est intransigeant, le législateur. Je vous ai dit dernièrement, au niveau de l'examen du BM, un jeune, il est mineur en plus. Il a été condamné à 18 mois ferme. Il a fraudé, il paye. Et on a vu d'autres aussi candidats au bac l'année dernière et tout, condamnés à 2 ans, 3 ans. Non, c'est pas évident. Hein. Vous voyez votre enfant là en prison avec des criminels et tout ça, sa vie elle est foutue, elle est... Exactement. Non, mais arrêtez, il passe l'examen normalement. S'il ne le réussit pas, il le refait. Il le refait. Donc c'est 1 an à 3 ans, de 5 ans à 10 ans et de 7 ans à 15 ans.
Et les amendes arrivent jusqu'à 150 millions, je vais le dire comme ça. Voilà, Voilà. pour qu'ils puissent comprendre. Tout à fait. Ensuite, ils seront privés de leurs droits civiques. Voilà. Et exclus des examens pendant 10 ans. C'est-à-dire, vous ne pouvez ni travailler après, ni... Comment vous allez faire exclu c'est incroyable ce qui va se passer. Mais quel est le regard extérieur aussi Tout après à fait. tout ça, hein? Mais surtout un jeune là qui commence sa vie commence sa vie. dans une prison. Qui n'a même pas commencé sa vie, hein. Tout à fait. Alors Et en qu'il se plus, retrouve il en ne pourra pas bénéficier au niveau des maisons d'arrêt parce que là, le système de l'administration pénitentiaire, j'ai collé tout, il va... Parce que je suis l'actualité. Tout à fait. voilà, Donc je suis là, l'actualité. la loi concernant l'administration Exactement. pénitentiaire offre beaucoup de chances aux gens pour faire des études, passer des examens. Effectivement. Dont les enfants, donc, ils ne vont pas bénéficier, ils n'auront plus de grâce, ni Exactement. grâce, ni passer des examens, ni rien du tout. Pas de grâce, pas d'examen, Voilà. pas d'avenir. Voilà les conséquences. Donc, il vaut mieux au moins faire beaucoup d'efforts pour préparer ces examens et puis et tout roulera bien, on va dire. Rien ne vaut l'honnêteté dans la vie. Exactement, il faut être honnête. Il y a un adage en arabe, je le dis, pour les juristes, hein, il dit « Mais buniya ala batil fahuwa batil ». Effectivement. Voilà. Effectivement. Tout ce qui a été bâti sur quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas honnête, qui n'est pas net, qui n'est pas légal, finit toujours par, c'est-à-dire passer... Exactement, Voilà. par éclater. La vérité voilà. finit toujours Tout par, à fait. par éclater. Merci beaucoup, Merci à Saber, vous. Jamila. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour Partagez. d'Algérie. Ça y est, c'est bon, on s'est habitué à vous. Donc, et là, je vous propose une très belle voix du côté de Tlemcen. Mariam Ben Allel, on se retrouve juste après. سيدي محمد بن علي وجاني بمنام الله طول الخلوة يا سامعين زرته وعطاني الله سيدي محمد بن علي وجاني بمنام الله طول الخلوة يا سامعين زرته وعطاني الله
moi, je commence toujours avec nos invités. C'est une très très belle chanson interprétée par une très belle voix de Tlemcen, Myriam Ben Allel, qu'on salue d'ailleurs. Elle nous suit là où elle est. Eh bien, quand on parle, c'est la semaine de la préparation du bac. Donc aujourd'hui, le Bonjour d'Algérie s'est consacré à plusieurs volets pour comment préparer un bon examen. Donc, et savoir un petit peu de ce qui se passe aux alentours de cette préparation de l'examen le plus décisif de notre, on va dire, de la tournure de notre vie professionnelle, de notre vie en général. Donc pour nous, le bac est impératif. Donc on va voir cela avec Monsieur Mohamed Tajer. Alors lui, Abdelkader, je suis toujours comme ça, hein. Désolée. Hein. Monsieur Abdelkader Tajer, alors lui, il est chef de service des examens à la direction de l'éducation nationale d'Oran. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Imen, bonjour à toute l'équipe et aux téléspectateurs. Et merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est avec un grand plaisir. Alors, dans le cadre de la préparation, coordination des examens du bac, le baccalauréat, l'examen le plus important de la vie d'un étudiant, on va dire, d'un enfant qui a été scolarisé. Donc, il n'arrête pas d'entendre examen du bac, jusqu'au moment où il arrive à cet examen du bac. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu tout ce qui est le nombre de candidats libres, scolarisés, le nombre de surveillants, la formation de ces surveillants? Est-ce qu'on peut avoir un petit topo sur tout cela? D'abord, le bac intervient à la fin du cycle secondaire. Effectivement. Et il permet l'accès aux études universitaires. Donc, ça reste un examen très important pour nos enfants et les familles. En ce qui concerne les statistiques, donc la Wilaya d'Oran a enregistré cette année plus de 31 000 candidats. Donc, le tiers, c'est des candidats libres. Donc, pas loin de 10 000. Et le total général, il dépasse les 31 000. On a réquisitionné pour cet examen 9 300 encadrants. Et là, je parle uniquement des encadrants de l'éducation nationale. Parce qu'il y a d'autres secteurs qui interviennent dans cet examen. Oui. Pour le nombre de centres, à travers la Wilaya, il y a 99 centres. Donc on voit quand même que le chiffre est colossal. Effectivement. Quand on parle de 31 000 candidats, très conséquent, 99 centres. C'est pour ça tous les secteurs sont mobilisés pour assurer la réussite du déroulement de cet examen. Maintenant, en ce qui concerne la formation des surveillants, il y a des instructions qui sont destinées à ces surveillants. Ils ont l'expérience, ils ont l'habitude. Et malgré ça, demain, par exemple demain, le jeudi, il y a les chefs de centre qui organisent ce qu'on appelle une réunion de coordination et de formation. C'est pour donner des instructions aux surveillants donc, qui concernent le déroulement de cet examen. Donc la formation, elle continue. Elle continue. Est-ce qu'ils ont fait déjà une formation, les surveillants du bac? La formation, elle est dans leur établissement. Pourquoi? Parce que les compositions du troisième trimestre, on les appelle le bac blanc. Effectivement. Donc oui. les candidats sont mis dans, si vous voulez, un petit peu dans le parfum, dans le bain du bac. Du vrai bac. Donc il y a une formation sur le tas. Donc c'est une formation avant le bac. Et je répète que ces professeurs ont l'habitude de gérer cet examen. Mais malgré ça, chaque année, on organise d'abord, la direction de l'éducation forme les chefs de centre. Donc on avait organisé des journées de formation qui ont été chapeautées par monsieur le directeur de l'éducation. Et à leur tour, les chefs de centre forment les surveillants. Très bien. Alors, on parle, justement, quand on parle, vous m'aviez dit qu'il y avait 99 centres, justement, programmés pour accueillir les lycéens qui s'apprêtent à passer leur examen, qui est décisif. Et c'est l'examen du dernier cycle, on va dire, le secondaire, comme vous l'avez dit. Donc, quels ont été les critères, justement, du choix de ces centres? Alors, les centres de déroulement, on choisit toujours les meilleurs établissements qui sont dotés sur le plan infrastructure et sur le plan mobilier.
et qui sont sur le plan géographique les mieux placés pour faciliter aux candidats d'y accéder. Et par cette occasion, donc, je lance un appel, surtout pour le candidat libre, de visiter le centre, Avant. donc l'emplacement du centre avant. Justement, pour ne pas arriver en retard. Pour ne pas avoir ça veut dire, il y a 7 ou 8 ans de ça, un candidat est venu nous voir à la direction de l'éducation, le premier jour de l'examen. Il était affecté dans le centre, lycée Imam El-Houari, qui se trouve dans le quartier du Hamri. Ah, d'accord. Mais lui, il a confondu avec le quartier Imam El-Houari, Sidi El-Houari. Ah, Donc il est parti à Sidi El-Houari. d'accord. Et le n'a pas problème dans l'examen du bac, c'est que quand on rate une épreuve, on est exclu. Ça y est, c'est bon. Le BEM, c'est pas ça. Le BEM, si on rate une épreuve, on peut continuer. On peut rattraper. Mais pas le bac. Parce que dans le BEM, il y a 2 volets. Il y a le volet du diplôme. Si on s'absente dans une épreuve, donc le diplôme, on ne peut pas l'avoir. Eh oui. Mais il y a la moyenne du BEM qui est comptabilisée avec la moyenne annuelle Eh oui. pour le rachat, Ce n'est pas pour pareil. l'admission en première année. Ouais, Donc alors pour que le BEM, le problème ne se pose pas. Mais pour le bac, Le bac, si. Parce qu'il y a uniquement le volet du diplôme. Donc s'il s'absente dans une épreuve, il est exclu du bac. Donc je lance cet appel aux candidats de visiter les centres avant le jour J. Par exemple, demain ou aujourd'hui. Demain, le samedi, donc vous essayez même le vendredi. Exactement. Même le donc vous vendredi, essayez ouais. un petit peu de faire un tour. Pour éviter le pire. Exactement, pour éviter le pire. Et ce n'est pas le moment d'ailleurs, ce n'est pas Voilà. du tout le jour d'avoir le pire aussi. Donc, et comment se fait justement, l'éducation nationale a mis un dispositif pour la gestion de la sécurisation des sujets. Bon, il y a une coordination. Surtout. Il y a une coordination étroite avec très les bien. différents services, donc tous les services de sécurité, tous les secteurs. Donc quand je te parle du secteur, même au niveau de la centrale, il y a une cellule nationale qui est chapeautée par le ministre de l'Éducation nationale. Et au niveau de chaque wilaya, la cellule locale, elle est chapeautée par monsieur le Wali. Donc tous les secteurs et tous les corps interviennent justement pour sécuriser ou le transport des sujets ou le transport des copies. Donc quand on parle des services de sécurité, on parle de la police, de la gendarmerie et d'autres services de sécurité. Et là, la coordination, elle est vraiment étroite et à haut niveau. Très bien. Alors, et comment justement améliorer le dispositif et la prévention de ce qui peut arriver comme difficulté, par exemple tout ce qui est santé, tout ce qui est stress, généralement. Il y a même des lycéens qui n'ont aucune maladie, mais au moment de l'épreuve, donc on les retrouve avec des crises de panique, avec des respirations, une difficulté de respiration, etc., une détresse respiratoire. Donc comment gérer tout ça dans l'immédiat, surtout parce qu'il faut agir très rapidement? Alors tout d'abord, il y a des cas qui sont identifiés en amont. Il y a les chefs d'établissement qui présentent des dossiers médicaux, justement pour prendre en charge ces candidats. Donc là, on parle des non-voyants, on parle des handicapés moteurs. Je voulais arriver à ça justement. Voilà, on parle des épileptiques, on en a. Les diabétiques aussi. Les diabétiques, les hypertendus. Exactement, les cardiopathes. Même parmi nos enfants, il y a des hypertendus. Oui, oui. Rabbi yafihum wa yashafihum, Inch'Allah. Donc, la prise en charge, elle est en amont. Même les cardiaques aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Toutes les maladies, Toutes même les maladies chroniques. Donc, on intervient avec la DSP, donc la direction de la santé, en amont, pour prendre en charge ces candidats. Pourquoi? On donne la liste des candidats qui sont atteints de maladies chroniques à la DSP avec le centre de déroulement, afin que la cellule médicale qui est affectée dans ce centre, ça veut dire, elle ramène ce qu'il faut pour ce candidat. Voilà. Par exemple, on a besoin pour un candidat qui est atteint d'épilepsie, on a besoin d'un traitement. Effectivement. Mais oui. contrairement à un candidat qui est atteint d'une hypertension, on a besoin d'autres documents. Exactement. Donc la prise en charge, elle est d'abord en amont. Maintenant, pour la prise en charge de tout ce qui est stress, on a au niveau... Ça, c'est primordial. Voilà. Parce qu'il y a eu même des candidats qui n'ont pas pu continuer justement leur examen, à passer leurs épreuves, parce qu'ils ont été stressés le premier jour, donc ils ont raté l'épreuve du matin. Donc, et là, c'était quasiment raté, quoi.
Entre parenthèses, alhamdoulilah, on n'a pas eu ça à Oran, mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de chaque centre, il y a ce qu'on appelle les psychologues. D'abord, il y a le psychologue du secteur de l'éducation nationale. Voilà. Et le psychologue de notre secteur, c'est le conseiller d'orientation. Très bien. Et le conseiller d'orientation, par sa formation initiale, il est d'abord psychologue, avant qu'il soit conseiller d'orientation. Ah, très Et son travail commence avant le bac, parce que lui, il est en contact direct avec les élèves. Oui. Et c'est ces mêmes élèves qui sont candidats. Maintenant, au niveau du centre, il y a la cellule médicale qui est affectée par la DSP, donc la direction de la santé. Il y a aussi, parmi cette cellule médicale, il y a un psychologue. Donc les deux travaillent ensemble pour gérer le stress des candidats afin de dépasser tout obstacle. Donc n'oublions pas que des fois, on a affaire à des candidats brillants, mais qui stressent durant les examens. Ah oui. Donc la prise en charge, elle est obligatoire. Effectivement, parce que la présence d'un psychologue au sein du centre où on passe l'examen du bac, c'est carrément une nécessité. C'est une nécessité et en plus ce qu'on appelle l'infirmerie au niveau de chaque centre. Voilà. Et en cas de blessure, justement, comment agir dans l'immédiat? Comment faire? Est-ce qu'il y a des équipes du SAMU, je crois, non? Non, mais ça dépend. Ou alors la protection civile? Non, il y a, dans chaque centre, il y a la sécurité, donc la police ou la gendarmerie, il y a la protection civile et les médecins. Oui. En cas de problème de santé, on prend en charge le candidat au niveau de l'infirmerie qui se trouve au niveau du centre de déroulement. Mais si cette cellule médicale n'arrive pas à soigner ce candidat, donc là, on passe à autre chose. C'est évacuer le candidat vers l'hôpital. Vers l'hôpital, par la permission ou l'accord du médecin, bien sûr, il y a le SAMU qui prend en charge le relais. Mais le problème, c'est que ce candidat, s'il sort du centre, il n'a pas le droit de continuer cette épreuve, pas les autres épreuves. Ah, d'accord. Il n'est pas considéré comme absent. Donc, il rate l'épreuve dans laquelle il a eu un problème S'il sort du centre, il n'a pas le droit de revenir pour cette épreuve, bien sûr. Mais il a le droit de continuer les autres épreuves. Ah ben voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de problème pour nos enfants qui vont passer l'épreuve décisive de leur avenir, on va dire. Alors, et là, c'est que quand on parle d'examen, on parle de fraude aussi. Avant d'entamer ce sujet, moi je lance un appel aux parents d'élèves. Parce que des fois, le stress du candidat... c'est les parents. C'est les parents. Parce qu'on voit, il y a des parents qui exercent une pression... Qui exagèrent. Ils tombent dans l'exagération carrément. Voilà, qui exercent une pression sur leurs enfants. Sur l'enfant. Et cette pression qui contribue au stress du candidat. Donc je lance un appel aux parents d'accompagner leurs enfants. Ce n'est pas de les stresser encore davantage, de les accompagner durant cet examen. Pour la fraude, sur la convocation de chaque candidat, il y a des orientations et des instructions. Et parmi les instructions, on demande au candidat de ne pas ramener tout ce qui est téléphone et objets électroniques. Voilà, je voulais arriver à ça, pour savoir un petit peu, est-ce que les élèves accèdent avec leur téléphone? Alors, les élèves n'ont pas... Surtout qu'actuellement, Monsieur Tajer, désolé de vous couper, c'est que maintenant, les téléphones, ils sont très performants. Oui, le problème il est là. Il y a d'autres objets électroniques qui sont plus performants que le téléphone. Par exemple, un appareil de Bluetooth dans l'oreille, là, on peut parler. Effectivement, on ne le voit même pas d'ailleurs. Oui, mais il faut que les candidats sachent une chose. C'est qu'avant d'accéder au centre, il y a un appareil qui est mis en place, ce qu'on appelle le détecteur de métaux. Ah ben voilà. Maintenant, les candidats sont interdits de ramener ces objets au centre. Maintenant, si un candidat il ramène un objet électronique, on met en place à leur disposition une salle pour déposer cet objet. Mais s'il rentre avec cet objet dans la salle, et si cet objet est détecté par les surveillants, c'est considéré comme une tentative de fraude. Et n'oublions pas que la tentative de fraude, elle est punie au même niveau qu'une fraude. Voilà. Donc, il y a بالعربية كاين الغش ومحاولة الغش.
C'est pareil. محاولة الغش العقوبة تاعها في نفس المستوى تاع الغش. D'ailleurs, c'est à peu près pareil, parce Voilà. que la tentative, c'est comme si on allait commettre un meurtre, donc c'est une tentative de meurtre, on n'est pas arrivé Donc à c'est ce meurtre. prémédité. Donc c'est prémédité. Donc c'est prémédité. c'est ce que L'idée je voulais y dire. est. Donc c'est Voilà. prémédité du moment La, où la malintention Voilà, voilà. existe. du moment où c'est mentionné sur la convocation, donc c'est prémédité. Voilà, exactement. Et c'est pour ça, là aussi, je lance un appel aux parents d'élèves de demander à leurs enfants de ne pas prendre les appareils, électroniques avec eux. Il y a des candidats qui disent moi j'ai besoin de cet appareil pour appeler mon père ou pour me récupérer. Ben, il y a un emploi du temps du bac. Exactement. L'épreuve elle Donc, finit à midi, il vient à midi. Voilà, tout simplement. Ou Tout alors il vient à simplement. 11h30, il attend son enfant et puis voilà. Hein. Voilà. Maintenant, en cas où il y a un problème au niveau du centre, on demande au candidat de donner au chef de centre le téléphone des parents et la cellule de l'éducation nationale, la cellule Oui. du suivi, elle appelle les parents pour intervenir. Tout simplement. Donc on n'a pas besoin de ramener les téléphones au centre. Voilà. Très bien. Alors, un dernier conseil pour les candidats du bac. Là, je sais très très bien qu'ils sont vraiment stressés. C'est tout à fait normal. Hein. D'ailleurs, le stress existe de toutes les façons. Il y est. Quelqu'un qui n'est pas stressé, un enfant qui n'est pas stressé, qui passe le bac, c'est pas normal. Donc, un peu de stress, bien sûr. On est tous passés par là. Donc, Exactement, on sait ce que c'est. le stress est justifié. Exactement. Est justifié, mais je demande à nos enfants, à 3 jours du bac, d'abandonner les révisions, parce Voilà. que ça ne sert à rien. Oui, ça sert absolument Ça ne sert à à rien maintenant. Ils ont fait des efforts durant toute l'année, Voilà. donc d'abandonner ces révisions et d'exercer d'autres activités sportives ou culturelles. Exactement, sortir. Voilà, afin d'atténuer un peu ce stress. Pour les surveillants et pour les encadrants de tous les centres et pour tous les secteurs qui interviennent avec, je leur souhaite bon courage. Oui, Parce oui. que c'est pas facile. Il n'y a pas uniquement les candidats qui sont stressés, même nous, nous sommes stressés. Donc, ils en ont du pain sur la planche. Hein. ah oui, tout le monde a du pain sur la planche. Exactement. Donc je souhaite bon courage pour tout le monde. Et bon courage à vous aussi. Hein. Alors là, Inch'Allah, merci c'est que beaucoup. vous avez une lourde tâche hein, Oui. et une lourde Mais- responsabilité. Mais Ya'tik Saha. c'est de notre devoir, on est là pour nos enfants justement. On est là pour Inch'Allah, nos très enfants. bien. C'est ça Et l'objectif. bon courage et bon vent pour Merci, vous, Iman, justement. merci encore une fois pour l'invitation. Je vous en prie, c'est avec un énorme plaisir. Alors, quand on parle de déstresser, voilà, donc on va un petit peu... moi, je vous propose une petite escapade pour une bonne recette de grillade. Et on se retrouve juste après avec notre nutritionniste Belhaïfa. Voilà, Belhaïfa Bouchara. Bonjour l'Algérie, bonjour Imen et bonjour à nos très chers téléspectateurs de Canal Algérie. Aujourd'hui, j'ai concocté pour vous une petite recette très simple et très facile à réaliser comme d'habitude. Cette recette, c'est des brochettes d'agneau marinées. Si vous ne disposez pas de viande d'agneau, bien carrément si vous n'aimez pas la viande rouge, car oui, ça existe des gens qui n'aiment pas la viande rouge, alors vous pouvez remplacer avec du poulet ou bien même de la dinde. Je vous invite à venir avec moi dans ma cuisine pour découvrir les étapes et les ingrédients de cette petite recette estivale par excellence et surtout très très healthy. Pour préparer mes brochettes d'agneau, j'aurai besoin d'une bonne viande bien fraîche et de très bonne qualité, j'insiste sur ça, ainsi qu'un ensemble d'épices et de condiments pleins de parfums et de saveurs. Bon, concernant la viande, il est recommandé de choisir le gigot, c'est la partie qui convient le plus à cette recette. Coupez votre viande en petits morceaux comme ceci. Et maintenant, je vais assaisonner mes petits morceaux de viande avec mes épices. Alors ici, je commence avec des herbes de Provence, du poivre, de l'ail frit et râpé, du piment de Cayenne, et ça reste facultatif, de la paprika, un peu d'ail en poudre, du cumin. L'ail en poudre va donner un magnifique petit goût. Je vais saler. Et je vais lier tout ça avec un petit peu d'huile, de l'huile végétale bien sûr. Et je n'oublie pas d'ajouter ma moutarde, ma quantité de moutarde.
Et enfin, je vais presser un citron sur ma préparation. En fait, le jus de citron aide à détendre les tissus de la viande pour la rendre plus tendre et plus facile à cuire. Et voilà tous mes ingrédients assemblés dans mon récipient. Et là, je vais bien malaxer en utilisant ma main. Bon, vous pouvez utiliser un gant si vous voulez. Là, notre viande est parfaitement assaisonnée. On n'a qu'à la laisser mariner pendant 2 ou 3 heures dans le frigo. Il faut la couvrir, bien sûr. Une fois les 2 heures écoulées, on va procéder à la confection des brochettes. Mais tout d'abord, je vais couper un poivron, un oignon et une belle tomate en carré moyen pour intercaler ces derniers avec les morceaux de viande. Ceci va donner beaucoup de saveur à vos brochettes. N'hésitez pas surtout à le faire. Mes belles brochettes sont prêtes à aller sur le barbecue. Elles sont bien marinées et préparées avec beaucoup de soin. Moi ici, j'ai fait la moitié avec les légumes et l'autre moitié sans. En général, c'est toujours les enfants qui n'aiment pas les légumes. Ils sont pas faciles, nos enfants, hein? Regardez-moi cette belle braise et ces brochettes en dessus. Par contre, j'aimerais vous faire une petite remarque importante concernant la braise. Elle doit être moyenne et sans flamme pour une cuisson parfaite. Je vous donne aussi un deuxième conseil. Pour une grillade réussie, tâchez toujours d'hydrater vos viandes avec un petit peu d'huile à l'aide d'un pinceau. Il faut prendre le soin de les badigeonner d'un soupçon d'huile afin d'obtenir une cuisson homogène et régulière. Et le dernier conseil, pour que vos brochettes soient tendres et juteuses, il ne faut jamais s'amuser à les tourner plusieurs fois. Une seule fois sera suffisante, ceci va maintenir votre viande bien juteuse. Et le résultat me donne des brochettes parfaites à accompagner en urgence avec un grand plat de frites. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, j'espère surtout que vous allez reproduire la recette. Et de ma part, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite. Eh bien voilà, on vous a proposé une bonne recette de grillade. J'espère que vous avez respecté un petit peu le rééquilibrage alimentaire. Vous avez fait un petit peu un rééquilibrage alimentaire pendant l'Eid. Donc nous avons avec nous notre nutritionniste Bouchra Belhaïfa. Alors elle est diététicienne, nutritionniste. Bonjour. Bonjour Imen. Alors, ça va encore ravie d'être ici une autre fois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Marhaba. Merci. Merci beaucoup. Voilà, alors on a passé quand même une semaine de grillade, de viande rouge, et c'est pas bon pour la santé. Effectivement, moi je dirais que on a cette tendance de croire que les viandes rouges c'est mauvais pour la santé. Moi je dis toujours c'est pas les viandes qui posent problème, c'est l'excès. Exactement. Et quand on passe par cette occasion qui est une occasion à célébrer en famille, c'est un moment de partage et tout, on a tendance à oublier qu'il faut manger varié. On se concentre beaucoup plus sur les viandes. Effectivement. Alors, les viandes ne posent pas vraiment un problème quand ils sont mangés de la bonne façon, on va dire. Voilà. Mais ils posent vraiment un problème quand il y a un excès ou même la façon de cuire ces viandes. Et encore une fois aussi, la façon dont certaines personnes mangent des viandes transformées, ce qui peut poser un problème. Donc, ce n'est pas les viandes rouges en elles-mêmes, mais c'est la façon dont on consomme ces viandes rouges. Très bien. Et comment vous conseillez justement, quel est votre conseil en ce qui concerne la consommation des viandes rouges? Alors, moi je dirais éviter l'excès. Donc surtout pour toute personne ayant des troubles cardiovasculaires, des troubles, on va dire, digestifs surtout. Oui. Donc ça en premier. Et même si nous, les Algériens, on va dire, on est des semi-végétariens, parce qu'on n'est pas dans l'excès de la consommation de viande durant toute l'année, on est plus dans la consommation de viande blanche donc, durant l'année. Durant ces 3 jours, on va dire, de Eid, de préférence, on doit varier quand même notre alimentation. Voilà. Donc ne pas oublier surtout les sources de fibres alimentaires parce que sans prendre de fibres, ça peut nous causer justement des troubles digestifs. On parle de constipation, de plusieurs autres troubles. Donc il ne faut pas négliger les fibres alimentaires, il ne faut pas négliger les légumes. Les légumes, bien sûr. Donc tout ce qui est fibres alimentaires, on parle de légumes et fruits surtout. Voilà. Donc que ce soit cru ou donc légumes cuits ou cuites. Donc exactement. Mais il faut savoir aussi les cuire aussi. Exactement, bien sûr. Donc moi je dirais à la vapeur, donc évitez bien sûr les fritures, car déjà de base les viandes rouges souvent
ont tendance à, surtout le mouton, a tendance à être gras. Donc déjà, la viande est grasse et encore de la friture, des frits et tout, c'est très très nocif. Donc il faut prendre des crudités surtout, donc des salades avant de passer à la viande. À la viande. Exactement. Et éviter aussi de manger matin, midi, soir de la viande. Il faut prendre quand même son petit déjeuner. Alors vous vous dites matin, midi, soir. Alors il y a des familles qui mangent le matin vers 10h, 11h, vers midi, en 13h. collation, à midi. L'après-midi, au lieu de prendre son café avec un petit cac, on va dire, alors ils prennent pas de café, donc ils font des grillades l'après-midi. Mais c'est vraiment normal car justement ça rentre dans le partage familial, on va dire, parce que c'est plus moi je dirais que c'est plus dans la psychologie que dans la nutrition, parce que justement c'est l'Eid, ça représente un événement culturel assez religieux et culturel assez important. Donc on est dans le regroupement familial, mais ça n'empêche pas de quand même faire attention à son alimentation, surtout que on a probablement tous une personne âgée, on va dire, ou avec des troubles cardiovasculaires. Donc, il faut faire attention quand même. Donc, c'est ce que je peux dire. Pour le petit déjeuner, il faut prendre un petit déjeuner de ce qu'on a l'habitude de prendre. Moi, je dis toujours, il faut éviter de manger trop sucré le matin. Donc, voilà. Donc, et pour le déjeuner, le dîner, toujours des crudités, des fibres alimentaires. Il faut prendre beaucoup d'eau aussi. C'est très très important. Très important en été. On a tendance aussi à négliger ça. Donc, faut boire de l'eau. Et voilà. Donc, c'est au moins 2 litres par jour. 2 à 2,5. Oui. Donc, c'est super important. Après, ça dépend aussi de la personne et tout. Moi, je dirais aussi à toute personne ayant des troubles cardiovasculaires ou même, on va dire, digestifs, de faire attention. Donc, durant ces jours-là. Donc, très bien. Alors, comme on est à la veille du bac, donc les enfants, généralement, il faudrait qu'ils aient une alimentation bien équilibrée. Alors, on voit, il y a des parents qui se disent, tiens, il faut prendre du sucre avec toi parce que pour que ça apporte bonheur, Alors, ça, on l'a vu même chez nos mamans aussi. Hein. Ben oui. Donc, des fois, vers 10h, ils leur... on va dire le matin avant le début des épreuves, donc ils leur achètent des croissants, des pains au chocolat, du pain au chocolat, etc. Donc plein de sucreries, ils se disent que ça c'est énergétique. Exactement. Alors des fois des jus achetés c'est-à-dire le truc c'est pas naturel, c'est pas des jus naturels, donc avec des fois c'est des biscuits, etc. Donc comment vous conseillez les parents à constituer justement, on va dire, une journée d'examen saine, on va dire, et équilibrée? Alors, je pense comme vous avez déjà dit, on est tous passés par là. Et souvent, durant le bac, on est gâtés. Effectivement. Donc, on est gâtés durant nos épreuves, que ce soit brevet ou bac. Ouais. Donc, moi, ce que je donne comme conseil le plus souvent aux étudiants qui passent soit une épreuve de bac ou de brevet, c'est de ne pas changer ses habitudes alimentaires. Voilà. Si on a l'habitude de manger ça et ça le matin, on continue. Et même un conseil aux parents qui ont tendance à gâter leurs enfants en leur amenant à manger dans un fast-food, dans un restaurant la veille, ça, je dirais, c'est à éviter. On ne peut pas savoir comment ça peut tourner. Exactement. Il faut faire attention. Au vinaigre. Hein. Exactement. Il faut faire attention vraiment. Donc, moi, je dirais, il faut manger comme on a l'habitude de manger. Si on n'a pas l'habitude de manger le matin, il ne faut pas se forcer à manger. Si on n'a pas l'habitude de manger sucré le matin, il ne faut pas se forcer à manger sucré. On doit juste manger comme on a l'habitude de manger, mais en évitant tout ce qui est tout gras, trop sucré. Tomates surtout. Moi je dirais faut éviter tout ce qui peut causer un problème digestif tout court. Exactement. On peut pas une savoir intoxication comment ça... alimentaire. Exactement. On ne sait pas comment elle survient d'ailleurs. Exactement. Donc il faut éviter les tomates, les viandes. Tout ce qui est surtout que justement on vient de sortir de exactement. Faut justement faire attention à la viande. Donc et éviter de manger dehors, surtout ça. Faut manger varié.
Donc j'insiste, et équilibré. Le matin, si on veut quand même manger un truc sucré, pourquoi ne pas privilégier un fruit? Voilà. Donc ça reste toujours bien. C'est naturel. Moi je dis toujours le matin, vu que nous les Algériens, on n'a pas toujours l'habitude de manger tout ce qui est crudité, donc tout ce qui est salade et tout, on ne peut pas changer ça. Moi je leur dis toujours une tartine de fromage frais avec soit du café ou du lait, avec un fruit. Ça sera top pour le déjeuner, le dîner. Donc toujours commencer avec une salade. Moi c'est essentiel pour moi de manger au moins un peu de crudité, donc une petite salade tous les jours avant chaque repas. C'est essentiel pour moi. Très bon, oui. Donc ça, et éviter de manger surtout trop gras. Donc j'insiste et je réinsiste. Prendre de l'eau, et pour tout ce qui est jus et aliments transformés, chimiques et tout, faut essayer d'en éviter. Prendre des jus naturels, donc faire des jus maison. Des jus maison. Des gâteaux maison, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Histoire d'éviter tout ce qui est transformé. Et prendre des collations aussi à base... Voilà, j'allais vous poser la question sur la collation. Donc si on veut prendre des collations, il n'y a pas mieux qu'un fruit. Pour moi, il n'y a pas mieux qu'un fruit. Donc une banane ou une pomme, soit... une poignée d'amandes. Voilà, ça on va dire c'est du bon gras, ça peut aider aussi énormément. Mais si on veut, on va dire, énergiser, prendre un peu d'énergie, moi je dirais toujours revenir aux fruits. Voilà. Pourquoi? Pour la simple raison, fibre alimentaire. C'est un sucre, on va dire, qui est assez naturel. Donc ça peut beaucoup aider. Donc voilà. Ça c'est beaucoup plus, on va dire, pour les journées du bac. Donc, et comment justement faire pour éliminer tout ce qu'on a ingurgé pendant l'Aïd. Donc, surtout cette semaine, d'ailleurs, on est en pleine semaine qui est venue juste après l'Aïd. Donc, comment faire pour éliminer tout ce qu'on a ingurgé, tout ce qui est pas bon, hein, on va dire, parce qu'il y a des personnes qui se sont jetées sur tout ce qui est viande, du gras et tout, oui, effectivement. Moi, je dis toujours, il faut prendre une petite pause. Donc, donner une petite pause à son estomac. À son estomac, exactement. Donc, de 2-3 jours, en évitant de manger tout ce qui est viande rouge, en passant en alternant avec d'autres sources de protéines, donc notamment les œufs, la viande blanche, donc tout ce qui est poulet, volaille, etc. Donc une petite pause, toujours se concentrer sur ou revenir même à nos habitudes si elles sont saines. Donc si on avait l'habitude ou la tendance de manger trop sucré le matin, il faut commencer à faire attention. Exactement. Donc en évitant de manger durant 3-4 jours, et puis en prenant des petites portions durant la semaine, donc 2 à 3. Faut surtout, donc moi j'aime pas parler avec les chiffres, mais on va dire faut pas éviter les 500 grammes par semaine, parce que voilà c'est l'excès, on va dire. Donc des petites portions de temps en temps, et éviter de manger tous les jours, car moi-même j'ai l'impression que même chez nous on a l'habitude de voir la viande après l'Aïd durant 2-3 semaines tous les jours. C'est tous les jours. Hadi Muhammar, hadi. Exactement. Donc non, pourquoi donc faut alterner, parce que encore une fois, les viandes restent une excellente source de plusieurs nutriments, mais ça peut aussi faire du mal comme ça peut faire du bien. Donc en évitant l'excès. Donc pour revenir à son alimentation d'avant, il faut éviter pendant quelques jours de manger de la viande. Il faut toujours revenir aux légumes, donc aux sources de fibres alimentaires qui sont très très essentielles. Il faut boire de l'eau, surtout j'insiste à toute personne qui a une maladie chronique, surtout que c'est l'été, pour éviter les catastrophes. Pour évacuer un petit peu pour évacuer. Tout ce qu'il y a comme et il faut bouger aussi. Donc, une petite activité physique, ça ne fait pas de mal. Exactement. Il faut marcher, tout simplement. Il faut éviter la voiture. Moi, j'adore la marche. Moi aussi. Hein. Moi aussi, je marche. Ce que je conseille, je me sens bien d'ailleurs. Voilà, ce que je conseille à tous mes patients. Donc c'est très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, je vous offre une petite chanson de Rissewa. On se retrouve juste après. وانا بالغرب داخل ماشي لاقيني بيه يا سيدي عبد القادر يا ما عذرونيش العاشقين في الغرام وانا العيان
الخير في كل حين يا سامعين بين البيع والشاري يا نبي الليالي يا نبي الليالي يا ابو علام السبل غالي فرف جناحه وطار سقل حماه سقف السور العالي يا نبي الليالي يا نبي الليالي يا ابو علام السبل غالي حدد عينه عليا وما ردني وجاب خلاني كره بالي يا نبي الليالي يا نبي الليالي يا ابو علام السبل غالي محمد الصفاق الباري محمد الصفاق الباري القلب مدحك واللسان عواد مصطفى الحبيب فوق الصواري يا نبغيني من يا ضاع والله ما يسمع Aujourd'hui, je suis indisciplinée et je suis sincèrement désolée parce que je commence toujours à parler avec nos invités, même quand il y a une très belle chanson. Et moi aussi, j'adore Issaoua. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce moment dans tout ce qui est tradition et coutume. D'ailleurs, Issaoua, ils en font partie, Issaoua de Mostaganem. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, on reçoit d'ailleurs docteur Fatiha Aoufi. Alors vous êtes médecin généraliste et vous êtes là pour nous parler un petit peu du dispositif mis en place par la DSP, le dispositif médical mis en place par la DSP. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, mais je pense que c'est votre première télé. Oui, Vous êtes un petit peu stressé? Bien sûr. Mais non, regardez, on est sympa, non? Merci. Marhaba. Alors, déjà, quel est ce dispositif mis en place pour la prise en charge des candidats du bac? D'abord, moi, je travaille à l'EPSP Sidéria, à la polyclinique. Notre EPSP va couvrir 39 centres d'examen. Quand même? Oui, au niveau de la wilaya d'Oran. On a les deux daïras de Biljir et la daïra d'Oran. Ah, très bien. Oui, au niveau de la daïra d'Oran, on a 17 centres d'examen et la daïra de Biljir, 22 centres. On va assurer la couverture médicale qui est assurée par une équipe médicale constituée d'un médecin, d'un psychologue, d'une infirmière et d'un dentiste. C'est pour prendre en charge les élèves au cours de leurs épreuves. En cas de toute urgence survenant au cours de l'examen, ou bien de prendre en charge les élèves déjà malades, qui ont des maladies chroniques. Justement, je voulais vous poser la question, quels sont les soins prévus? Justement, là, on y reviendra dans un petit moment, mais quels sont les soins prévus d'urgence, surtout dans le cas où il y a une chute et il se retrouve avec une entorse, avec je sais pas, c'est une blessure, on va dire. Donc, il faut vraiment agir dans l'immédiat déjà, dans l'urgence aussi. Donc, qu'a prévu justement la DSP? D'accord. Au niveau de chaque centre, on a une infirmerie qui est dotée de tous les équipements nécessaires. Avec une trousse d'urgence qui est constituée on a les médicaments d'urgence d'abord et on a aussi les premiers soins, c'est-à-dire en cas de blessure, en cas de plaie, en cas de entorse, comme vous le dites, on va prendre l'élève tout de suite. De fracture aussi? La fracture, non. Il faut une radio. Il faut y aller directement vers l'évacuation. Mais on essaye le maximum qu'il n'y aura pas ces problèmes parce que si le candidat aille vers l'hôpital, c'est-à-dire
comme il a dit tout à l'heure, le chef de centre. L'épreuve est... Mais on essaye le maximum de ne pas évacuer les candidats, de les prendre en charge sur place. Sur place. Oui, c'est l'objectif. Bien sûr, parce que sinon ils vont rater leur examen, et ce n'est pas évident. Alors, bien sûr, le dispositif spécifique, justement, pour les candidats ayant des maladies chroniques, telles que les épilepsies, telles que le diabète, parce qu'avec le stress de l'examen, ils peuvent agir. On ne peut pas savoir et on ne peut pas connaître comment ils vont réagir. Donc, on a les médicaments nécessaires au niveau de l'infirmerie, c'est-à-dire en cas de problème, l'élève va venir chez nous, on va le prendre en charge tout de suite. C'est-à-dire c'est un diabétique, on va prendre sa glycémie, on va faire tout de suite une glycémie capillaire, on va voir s'il a une hyper ou une hypo et on va agir tout de suite. Cas pareil pour les épileptiques. S'il tombe en crise, on va essayer de le prendre en charge tout de suite. On a les médicaments d'urgence, on a sur place. C'est-à-dire on va les prendre sur place. Et on va les mettre sous observation, bien sûr, sous surveillance quelques minutes. On va essayer de ne pas étaler le temps d'observation pour ne pas lui rater l'épreuve, son examen. Parce que c'est l'objectif. Alors, et surtout, la présence d'un psychologue qui est très indispensable au niveau des centres d'examen. Alors, qu'avez-vous à nous dire sur ça? Qu'avez-vous prévu, on va dire, qu'a prévu la DSP? C'est-à-dire au niveau de chaque centre, on a un psychologue. C'est-à-dire il est présent toute la journée avec les candidats. En cas de problème, parce que c'est toujours après la distribution des feuilles d'examen qu'il y a les crises de panique. Il y a les pleurs, justement, il y a les crises d'angoisse. Comment les gérer? Bon, ça, on verra tout à l'heure avec notre psychologue qui sera présente avec nous. C'est Fatima Bessaray qui sera là pour nous donner un petit peu les démarches à prendre justement et à faire pour un enfant, pour qu'un enfant puisse gérer et puisse dépasser justement ces crises de pleurs, ces crises de panique aussi. Donc normalement, la DSP est là pour prendre en charge médicalement et psychologiquement tous les candidats qui passent leur bac à partir de dimanche. Inch'Allah. Donc, vous serez présente, vous aussi? Vous êtes programmée? Vous êtes programmée pour prendre en charge les enfants? Oui, bien sûr. Et vous êtes programmée dans quel centre? C'est à côté de... C'est un Baqada. Ah d'accord, c'est à côté de où je travaille. Et vous êtes une équipe pluridisciplinaire? Pluridisciplinaire, il y a le médecin, il y a une infirmière, il y a le psychologue. Les soignants aussi? Oui, l'infirmière, oui, bien sûr, les soignantes. Oui. Ou le psychologue, il y a une dentiste avec nous. Même, on est une équipe. Même la prise en charge dentaire? La prise en charge d'une dentiste. Dentaire, très bien. Donc, en principe, on a fait un petit peu le tour. Vous voulez rajouter quelque chose? Il faut, c'est-à-dire on va donner un conseil pour les candidats. Oui, allez-y. Il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut bien se reposer. Il faut dormir un peu tôt. Un peu, c'est sûr. Oui. Pour se réveiller tôt. Effectivement, oui, se réveiller pour se réveiller tôt, oui. dormir tôt. Oui, effectivement, oui. Surtout qu'il risque aussi de passer une nuit blanche. Hein. Mais parce qu'avec le stress et tout, ils n'arriveront pas à dormir. Mais il faut essayer de se détendre. Alors vous, en tant que médecin, comment ils peuvent gérer ce sommeil, cette agitation de sommeil? Il faut essayer de lire un peu, peut-être avant de dormir. Il faut de voir un film d'écouter une musique douce. Puisque vous dites écouter de la musique, bien, on va écouter exactement. Douce. Pas pour danser. Ah non. Attention. Très bien, merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Merci de nous avoir éclairé sur le dispositif médical mis à la disposition des candidats pour le baccalauréat. Et bien sûr, Raina Rai, on se retrouve juste après avec Fatima Bessaray.
Eh bien voilà, Raïna Hak, Raïkom Hak de Jileli Amarna Rabbi Yarhamou. D'ailleurs, on l'a vu sur la chanson. Et bien sûr, Lotfi qui est leader de Raïna Rai. Donc, Rabbi Tawel fi Amrou, Inch'Allah. Donc, comme je l'ai annoncé tout au début, on a la psychologue clinicienne avec nous, Fatima Bessaray, qui va nous parler comment préparer l'enfant, on va dire le lycéen, qui se prépare à passer son examen du bac, l'examen décisif de son avenir, on va dire. Donc, comment gérer son stress pendant l'examen et bien sûr après l'examen. Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Tout le plaisir ça va pour moi, merci. Ça Déjà, va, rien que de voir votre sourire, merci. Ça y est, on est plus stressé d'ailleurs. Merci. Merci. Très bien. Alors, comment préparer l'enfant? Parce que c'est toute une préparation. Bah oui. Avant, il faut dire que l'épreuve de bac, c'est pas seulement une preuve académique, c'est aussi, je pense que la première preuve psychologique chez les enfants, hein, oui. Parce que c'est quand même c'est un événement stressant pour l'enfant. Après une préparation d'une année de révision, des cours, oui. De présence au lycée, tout ça, des matières et tout ça, donc c'est une preuve aussi psychologique parce qu'on a cette pression oui. qu'on vit
on ne veut pas. Hein. C'est une pression qu'on vit tout au long de l'année de bac. On est passé par ça. On était là un jour. Tout le monde est passé par cet examen très difficile. Mais moi, je pense que le stress, déjà, quand les enfants sont stressés, c'est parce que les parents sont stressés aussi. Oui, on va parler des parents, mais en fait, pourquoi on est stressé en fait? L'épreuve, parce que c'est un truc, il y a la peur, c'est une émotion, et il faut parler de ça. Donc moi, le premier conseil que je donne aux élèves, aux candidats aujourd'hui, qu'il faut parler. Il ne faut pas le laisser comme ça. Voilà, qu'il faut communiquer sur le stress, sur la peur qu'on a, parce que c'est un examen. En fait, c'est un truc inconnu. On a l'habitude de passer des examens, on a l'habitude, mais pas le bac. Pas le bac. Donc ça, c'est très important de le savoir. Et une des préparations psychologiques, c'est d'accepter que ce n'est pas comme les autres examens, que c'est un examen un peu spécial. Et c'est une épreuve aussi de la vie. Ça montre quand même et ça prépare la résilience de la personne. Le côté psychologique, il se prépare. Avant le bac et après le bac, c'est deux personnes différentes. Donc ça, c'est très important. Et on peut dire que la préparation psychologique avant le bac, ces 2-3 jours, elle est structurée sur 3 axes. On a le côté émotionnel, et c'est très important, on va parler de ça. On a le côté mental, la préparation mentale cognitive, et on a tout ce qui est comportemental. Donc ça, les 3 axes, on va parler de ça. Au début, on commence par l'émotion parce que c'est ça qui nous gère en fait. Effectivement. La gestion de stress, elle est gérée par l'émotion. On a la peur, on a la frustration, on a la peur d'échouer. Et ça, c'est un point. L'échec, c'est normal. Et on la doit préhension de l'échec. Voilà. Et c'est normal. C'est très difficile de vivre ça, mais il faut être, il faut qu'on soit conscient et ami avec nos émotions. Il ne faut pas les négliger. Il faut parler quand même sur l'émotion hadou. Il faut bien les gérer, l'exprimer avant les gérer. Et puis pour qu'on s'adapte avec l'émotion, on doit l'accepter. Effectivement. On doit accepter que cette peur, elle est là pour nous aider, pour surmonter cette épreuve. Parce que si on n'a pas peur, on n'a pas cette stimulation, on n'a pas ce comportement de réagir, de faire notre bien, d'affronter la peur interne. Donc ça, c'est très important. Ça, comme émotion, on a la peur, j'ai dit, on a la peur de l'échec aussi. Oui. Ça, c'est très important. Et on a comme émotion la perturbation, en fait. On est perturbé. Exactement. La perturbation de l'humeur. On est content parce qu'enfin, on va passer l'examen. Enfin, le jour J est arrivé. Enfin, je vais finir avec ce cursus lent. Et on a aussi l'émotion de fatigue et de stress et de l'inconnu. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, je vais découvrir l'inconnu. L'inconnu. Parce que depuis l'accession, on va dire, au 2e cycle, donc ils entendent tu vas passer le BEM, mais pas comme le bac. Oui. C'est pas le bac. C'est pas le bac. Le bac. Le bac. Donc, ça, cette phrase, on l'a tous entendue, et plusieurs années d'ailleurs, jusqu'au jour J d'ailleurs. Et ça pèse, c'est pesant. Oui, c'est pesant. C'est pesant. Et le 2e axe, on a l'axe mental. Et le mental, c'est tout ce qui est cognitif. Alors, qu'est-ce qu'il représente, le côté mental? La préparation psychologique, elle commence déjà par la visualisation. On doit imaginer positivement le jour de l'examen. C'est une méthode très positive et elle a un impact sur le candidat. Ouais. Quand on a un petit moment de réflexion, de visualisation, j'imagine le centre d'examen, j'imagine la feuille de l'examen, et ça se travaille, le côté cognitif et mental, on travaille surtout sur la confiance en soi. Que j'ai étudié, j'ai révisé, et je mémorise le côté aussi
de mémoire, il joue un rôle très important. Parce que tout ce qui est perturbation cognitive, ça va toucher le côté de mémorisation. Oui. Donc, on doit se préparer pour ça. Donc, on doit négliger quand même un peu. On se dit que c'est un stress qui va se passer et on se concentre sur la visualisation, sur tout ce qui est mémoire pour faire ressortir tout ce qu'on a voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, on doit se concentrer sur la mémoire interne, ce qu'on a révisé. On fait confiance à notre capacité. Vous savez, maintenant j'ai peur. Alors, j'ai vraiment peur. Alors, non. Ça, c'est très important. Si on a ces conseils-là, on va gérer mieux notre stress. Ça, c'est très important. Parce que si on va prendre... parce que si on va parler que de stress, le stress, c'est un truc qui va se passer dans un petit moment. C'est nous on se concentre sur le stress. Effectivement, oui. Voilà, il devient un obstacle dans notre épreuve. Donc, il faut se concentrer sur la visualisation, sur tout ce qu'on a révisé, sur les capacités. Moi, je dis toujours, les candidats doivent passer leur examen par deux éléments importants. L'élément fort, les points forts, c'est quoi mon point fort? Effectivement. Je suis il faut se poser la question. Voilà, il faut se poser la question. Il faut que je fasse confiance à mes capacités, à mes points forts. Je suis fort en mathématiques, je prends ça en considération. Je suis fort en mathématiques, ça veut dire que même les matières littéraires, je peux les gérer parce que j'ai une logique, parce que je peux avoir cette méthode qui me permet de, même si j'ai des points clés, des matières, par exemple, littéraires, je peux les manipuler, je peux les faire. Je peux les passer facilement. Donc ça, c'est très important. Si j'ai, par exemple, un point fort, les matières littéraires, ça veut dire que j'ai une mémoire très, très active. Donc, je peux visualiser et reprendre tout ce qui est règles mathématiques et tout ça. Donc ça, c'est très important. Et le deuxième point, c'est la confiance en soi. Surtout. Parce que ça, c'est un point clé. Et malheureusement, on revient sur le point des parents. Quand on a des parents qui stressent pour leurs enfants. Surtout ça. Ça touche. Moi, je pense que les enfants, ils sont stressés par rapport à leurs parents. Peut-être que je vais décevoir. Déjà, je risque de rater mes examens. Je risque de ne pas savoir comment répondre. Je risque... Et là, je vais décevoir mes parents. Et là, c'est la plus grande frayeur d'un enfant. Décevoir ses parents. Ce n'est pas évident pour lui parce que là, il gère son stress à lui de l'examen, plus le stress de ses parents. Et ce n'est pas du tout évident. Oui, il faut éviter la pression pour nos enfants. Ça, il faut éviter. Écoute, c'est pas facile de le faire, mais il faut le faire. Du tout, hein. Il faut le faire. Parce que nous, on comprend que c'est stressant pour un parent qui va accompagner son enfant. Surtout, c'est le premier enfant, c'est la première épreuve aussi psychologique pour la famille. Hein. D'ailleurs, moi, je pense que c'est les parents qui passent le bac, pas les enfants. Et ça, Sophie, il faut le vivre... en cachette. Il ne faut pas leur montrer à nos enfants qu'on est stressé. Il faut avoir la communication bienveillante. On croit en toi, on est là pour toi, on va t'accompagner, ça va bien se passer. Les mots, ils vont encourager, l'apaiser aussi et encourager l'enfant et ça va lui faire confiance. Parce qu'on a besoin, parce que tout ça, le stress au jour d'examen, il est lié à la confiance en soi parce qu'on a étudié, on a fait un effort, on a fait notre possible et on a fait plus que... J'ai peur. Et si on ne prend pas en considération ces côtés-là, les trois axes, on continue par le dernier axe qui est le côté comportemental. Donc le côté comportemental, c'est tout ce qui est aligné
alimentation, sommeil, Justement, oui. perturbation, tout ce qui est, parce qu'on évite ces 2-3 jours qui restent, on évite tout ce qui est perturbateur, les réseaux sociaux, voilà, ça, on évite, ça s'appelle des éléments perturbateurs. Effectivement. Et ça perturbe. Ça perturbe, oui, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Oui, effectivement. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que des vérités sur les réseaux sociaux aussi. C'est ça. Donc, et comme ils sont en contact permanent avec leurs camarades, donc ils risquent de dire, certainement, pas ils risquent, mais ils discuteront toujours du déroulement de l'examen et tout. Et là, ce n'est pas bon du tout. Il ne faut plus parler d'examen ces 3 jours. Voilà, il faut, et parmi aussi les éléments du comportement, on a le repos. Voilà, il faut se reposer. Ah oui, il faut. C'est Voilà, primordial. Donc on a le côté de repos. Pourquoi? Parce que j'ai parlé sur le côté mémoire, visualisation et tout ça. Donc, si on a besoin de concentration le jour de l'examen. Si on n'a pas fait un bon repos, on ne peut pas se concentrer. Impossible. Ça, voilà. Ça, parce que notre mémoire est fatiguée. Fatiguée, voilà. On a besoin de repos. Ça, c'est très important de comprendre, de faire comprendre à nos enfants qu'il faut du repos, il faut les heures de sommeil, il faut les respecter, il faut avoir une bonne alimentation. Je pense que ma collègue, la diététicienne, a parlé de ça. Donc ça, pas trop lourd le soir, il faut manger léger. Voilà, ça aussi c'est important parce que le côté psychologique, il est sur 3 axes. Le côté cognitif qui est important, le côté émotionnel, notre émotion, on va partir par l'émotion de joie parce qu'on est là, c'est le jour qui va être un point focal dans ma vie, ça va être un point de transition entre tout ce qui est études et études supérieures. Qu'est-ce qui va se passer après? Voilà, qu'est-ce qui va se passer après? Ça, c'est très important. Il faut accepter que c'est un moment agréable. Effectivement. Agréable. C'est une composition. Comme pendant l'année, vous êtes en train de passer la composition et puis il faut pas prendre à la légère complètement parce qu'on se prépare, on a vraiment, on va dire, on a vraiment galéré pour préparer ce grand événement. Donc, il ne faut pas stresser tout simplement. Mais il y a même des enfants qui stressent le jour de l'examen. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Comment les prendre en charge? Comment les repêcher, on va dire? Écoute, généralement, on le dit, d'ailleurs ma collègue avant moi, que je salue, docteur, elle a parlé sur la couverture médicale et psychologique. Moi j'avais l'occasion de travailler au centre des examens. Donc, les élèves, d'ailleurs, ils ne savent même pas qu'il y a un psychologue au centre des examens. Donc, il faut le dire. Il faut parler de ça. Il y a l'équipe médicale et un psychologue qui est là pour l'écouter, pour gérer toute situation de stress. Et généralement, on reçoit généralement les cas qui ont cette émotion de peur, cette émotion des crises de pleurs aussi, généralement, parce des évanouissements aussi des fois. Voilà, parce que pourquoi? Parce qu'on a ce côté fragile, parce qu'on est tellement surmené par les préparations, par tout ça, on oublie le côté émotionnel et il sort le jour J. Donc ça, on essaie de minimiser et simplifier l'état psychologique et on le dit, c'est normal, mais il ne faut pas se concentrer sur ça. Il faut mettre à côté le côté émotionnel et se concentrer sur le côté cognitif qui est très important parce que on doit se préparer pour répondre aux questions, on doit se préparer pour les autres matières et ça c'est un point, c'est pas impossible, on peut le faire. Effectivement. On peut le faire et je le dis toujours que le stress ou la petite anxiété le matin, c'est normal.
normale, il faut l'accepter, il faut la vivre parce que c'est un stimulateur. Et puis, il faut être positif. Moi, j'insiste sur le point d'être positif parce que moi, je leur dis même, imaginez le jour de résultat. Il y a ton nom. Il y a ton nom, il y a tout ce que tu veux. La positivité, la joie attitude. Voilà. C'est un point qui fait la confiance en soi. Effectivement. Et c'est très important. Si on part par la frustration, par la peur de l'échec, on risque de rater de tout foirer. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Fatima Bsaraï. C'était un plaisir de vous écouter comme ça. D'ailleurs, j'ai eu peur, hein, franchement. Je me suis mise à la place des candidats. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci donc, on se reverra dans d'autres occasions, Inch'Allah. Donc, et bon courage à tous nos candidats qui passeront leur bac le dimanche. Je vous dis bon vent et bon courage à vous. On est tous là pour vous soutenir, que ce soit ne serait-ce que par Ya Rabbi Sahel Alikum, Inch'Allah. Donc, je vous propose rien du tout. Je vous dis au revoir, bon week-end, et on se donne rendez-vous le mercredi prochain sur la même station de la même ville et la même heure sur votre chaîne de Canal Algérie. Le Bonjour d'Algérie sera présent le mercredi prochain. Dora, au revoir, ciao. حرص يا خويا لا تركيهاش يعني خليتها لك امانه الله فيها لا تقبلهاش هادي عمري انا حرص يا خويا لا تركيهاش